Léon Ncha Nda, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. On s'intéresse avec vous à la notion d'accident de travail. D'abord, qu'entend-on exactement par accident de travail? La définition de l'accident du travail est une définition prévue par la législation. Et donc, les dispositions de l'article 55 du Code de sécurité sociale sont très précises. Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à tous les travailleurs visés par le Code du travail. Mais on considère également comme accident du travail l'accident qui survient au travailleur pendant le trajet depuis sa résidence jusqu'à son lieu de travail. Vice versa, ça signifie aller comme retour, donc de la maison au service ou du service à la maison. Mais également le trajet entre le lieu où il travaille et là où il a l'habitude de manger, d'aller manger peut-être à la pause, à l'aller comme au retour. Mais là, il ne faut pas que le trajet soit interrompu ou détourné pour des motifs d'ordre personnel qui ne dépendent plus du travail. C'est des précisions que je vais apporter sur ces points après. Également, considéré comme accident du travail, les accidents qui surviennent au travail pendant les voyages dont les frais sont à la charge de l'employeur. Il s'agit des missions pour lesquelles l'employeur, délègue le travailleur pour aller mener une activité hors de la ville ou du lieu où il travaille. Donc, pendant qu'il est en mission, s'il y a un accident sur le trajet à l'aller au retour et même sur place là-bas, c'est également considéré comme un accident du travail. Je précise pour que ça soit clair qu'il ne s'agit pas de situations standards applicables partout. C'est au cas par cas qu'on apprécie par rapport aux conditions de survenance de l'accident pour le classifier vraiment en accident du travail ou pas. Si vous voyez par exemple, on dit que c'est l'accident qui survient par le fait ou à l'occasion du travail. Ça signifie quoi? Le travailleur, peut-être c'est un menuisier, il est dans l'atelier, il est ouvrier, il travaille là pour être payé. Et en manipulant les matériels là, il a une blessure par exemple. Même une blessure bénigne, c'est un accident du travail. C'est survenu par le fait du travail. Il est en train de faire ce travail-là et c'est arrivé. L'accident peut survenir pas à l'occasion, à part le fait, à l'occasion. Ça signifie que en faisant le travail là, il est amené à faire d'autres tâches, peut-être se déplacer, escalader des choses, ou bien il heurte un obstacle et il tombe, il est blessé. C'est également un accident du travail. En rapport avec les accidents de trajet, le point important c'est que le trajet ne soit pas détourné. Si vous devez quitter ici pour aller au service, votre service est à 5 minutes de votre résidence, selon, je veux dire quand même, pour être raisonnable, mais que vous avez quitté à 8 heures, on sait que c'est 5 minutes qu'il vous faut. Et l'accident survient à 8h30. C'est une question qui sera examinée pour voir pourquoi vous avez mis tout ce temps alors qu'on connaît la distance. Donc facilement, ce qui peut être considéré par certains comme un accident de travail, après examen au niveau de la CNSS, parce que la CNSS examine ça, mais même au tribunal, peut être déclassifié et être détaché du travail. Ouais, donc c'est au cas par cas on analyse les circonstances, la durée, le trajet, pourquoi il a détourné son itinéraire. Est-ce qu'il l'a fait pour des motifs liés au travail ou bien c'est pour des motifs indépendants du travail? Est-ce qu'il l'a fait peut-être, supposons sa femme est hospitalisée, c'est un homme, il a sa femme hospitalisée, le matin avant d'aller au service, il a fait le détour pour aller voir sa femme avant d'aller au service. Donc si l'enquête établit le motif pour lequel le trajet a été détourné et que c'est pour un motif de vie courante, c'est-à-dire c'est un homme normal qui a une famille, il ne peut pas quand même ne pas penser à aller la voir. Oui, donc ça pourrait être qualifié d'accident de trajet et traité comme tel. Donc je précise que c'est vraiment au cas par cas que ça s'apprécie, surtout pour les accidents de trajet. Alors, quelles sont selon vous les principales causes des accidents de travail dans notre contexte? Les principales causes des accidents du travail sont liées à l'imprudence et au non-respect des consignes de sécurité. Dans tous les métiers, dans toutes les activités professionnelles qui sont menées, il y a des consignes à respecter pour se protéger soi-même et protéger les autres travailleurs. Que ce soit que le travail se fasse sur une machine ou dans un espace comme un bureau, les risques professionnels sont partout. Ils sont partout. La cause de la plupart des accidents, c'est l'imprudence ou une sorte de déni du risque. Ça aussi, c'est une des raisons. Le travailleur estime que non, il est habitué, c'est comme ça qu'il a l'habitude de faire. Non, la machine, c'est vrai, c'est dangereux, mais non, lui, il est un ancien
Il peut risquer jusqu'à quelques centimètres, il est habitué, il se dit que non, le risque là, c'est pas, je maîtrise ça. Mais c'est un jour que le risque survient. Et donc le déni du risque, ça facilite la survenue des accidents parce que le travailleur commence à banaliser le risque. Et il ne faut jamais banaliser le risque en matière d'accident. Alors, quels sont selon vous les secteurs d'activité qui sont les plus exposés aux accidents professionnels? Les déclarations d'accidents qui nous parviennent depuis des années d'ailleurs, les secteurs industriels, le secteur des entreprises industrielles, où, disons, la production des biens et services demande d'utiliser des machines, du matériel avec des pièces mobiles, notamment tranchantes, ce secteur-là est particulièrement dangereux. Donc, les entreprises, si on prend pour le contexte de Parakou, les usines d'égrenage de coton, pendant la campagne, c'est un secteur très sensible par rapport au risque. Il y a beaucoup de machines qui sont très dangereuses et pour lesquelles il y a eu beaucoup d'accidents. Des travailleurs ont perdu des doigts, une partie du bras, et même il y a eu des cas de décès liés à l'activité dans les usines d'égrenage de coton. Donc c'est vraiment un secteur clé et qui brasse beaucoup de main-d'œuvre par ailleurs. Quelle est la différence entre un accident de travail et une maladie professionnelle? Il y a effectivement une différence, elle n'est pas négligeable. L'accident du travail, ça arrive brusquement. C'est une lésion que subit le travailleur qui est violente, qui est brusque, par le fait ou à l'occasion de son travail, comme je l'ai dit au début. Alors, la maladie professionnelle, c'est une maladie qui apparaît dans une liste fixée par un décret. Une liste où on a, après toutes les études qui ont été faites au niveau national et même international, on a pu déterminer les liens entre l'exposition à certaines substances, certains produits ou une certaine posture de travail et une maladie. Donc, il y a un décret qui fixe la liste de ces maladies-là, qui précise le délai la durée d'exposition à telle substance ou à telle, et qui établit donc ce lien-là. C'est ça qu'on appelle une maladie professionnelle. Donc, c'est pas parce que sur mon lieu de travail, peut-être j'ai fait 5 ans et je commence à souffrir d'asthme, je vais en même temps proclamer que j'ai une maladie professionnelle. Non. Il faut que la maladie que j'ai apparaisse dans la liste là et que mon travail par rapport au délai d'exposition corresponde à ce qui est mentionné dans ce décret-là. Si ce n'est pas dans cette liste, ce n'est pas une maladie professionnelle. Néanmoins, je précise ça, puisque les choses évoluent, les recherches évoluent. Donc, lorsqu'un travailleur soutient, on dit que c'est une maladie professionnelle, il y a un comité composé de spécialistes au niveau du ministère de la Santé qui peut, après avoir examiné son cas, décider que ça soit pris en compte comme une maladie professionnelle et traité comme telle par rapport à la prise en charge du travailleur. Donc, toutes les maladies contractées par un travailleur sur son lieu de travail ne sont pas systématiquement des maladies professionnelles. Il faut, comme je l'ai dit, que ça apparaisse dans cette liste-là, qui est précise et qui donne les conditions dans lesquelles l'exposition à telle matière ou telle substance peut entraîner ce type de maladie pour qu'elle soit prise en charge. Quelles sont les conséquences physiques, psychologiques et économiques d'un accident de travail pour le salarié? Du point de vue physique, déjà, ça c'est souvent visible et ça affecte l'état de santé du travailleur. Lorsqu'un travailleur subit des lésions plus ou moins graves, évidemment, il souffre dans son corps, il souffre dans sa peau et sa famille souffre avec lui. C'est lui le chef de famille, c'est lui qui apporte les ressources pour nourrir la famille. Donc ça affecte l'économie au niveau de la famille, les ressources, parce que en travaillant, il gagnait sa vie. Maintenant qu'il ne travaille pas, il est obligé d'attendre jusqu'à la fin du mois. Et il faut qu'il ait la chance d'avoir un employeur qui respecte la législation pour que si les formalités sont faites, qu'il puisse bénéficier des indemnités journalières. Ouais. Donc la perte de revenus est une des conséquences directes de l'accident. Et c'est pour ça que ça doit être pris en charge, parce que celui qui est blessé, il faut quand même qu'il vive. Et pour ça, les dispositions ont prévu, quand l'employeur ajoute, que ce travail-là puisse être pris en charge au niveau de l'institution de sécurité sociale. Quelles sont les mesures de prévention que les employeurs doivent mettre en place sur le lieu de travail
selon vous? Avant de répondre à ce point, je reviendrai un peu sur les conséquences. J'ai évoqué les conséquences du côté du travailleur physique, économique, de ce côté. Mais il faut dire aussi que les accidents ont des conséquences au niveau de l'entreprise. Et c'est pour ça que les employeurs doivent vraiment prendre au sérieux ces questions. Un travailleur qui est blessé, c'est une main-d'œuvre, disons, qui n'est plus opérationnelle. Et ça oblige l'employeur à chercher un autre travailleur pour le remplacer. Donc, à ce travailleur-là, une rémunération doit être versée. Donc, en termes de charges sociales, ça augmente les charges sociales. Et dans les équipes, surtout lorsque c'est des équipes constituées qui travaillent, lorsqu'un élément clé est blessé, donc la chaîne va en prendre un coup. Puisque le nouveau qui viendra, à moins que ce soit déjà quelqu'un suffisamment outillé, expérimenté, il vient, il prend le temps de s'adapter. Donc la cadence de production, les réflexes, il ne les aura pas. Et ça ajoute donc sur la production. Or, l'employeur qui doit produire, livrer, les fournisseurs attendent. Vous voyez, donc facilement, c'est une chaîne. Quand ça commence, ça entraîne plusieurs conséquences. Et il y a aussi l'image de l'entreprise. Quand on dit que dans telle entreprise, il y a trop d'accidents, les gens sont morts, il y a eu des morts, c'est pas bon pour l'image de l'entreprise. Quelles sont les principales mesures de prévention que les employeurs doivent mettre en place sur le lieu de travail? Les principales mesures de prévention des risques dans notre législation concernent ou bien se rapportent à la mise en place d'un comité d'hygiène et de sécurité. L'article 187 du Code prescrit l'obligation d'installer ce comité-là, c'est un comité chargé des questions d'hygiène et de sécurité, dans toute entreprise ayant au moins 30 travailleurs. C'est obligatoire. Mais l'inspecteur du travail peut ordonner la mise en place d'un CHS dans une entreprise, même si l'effectif n'est pas de 30. C'est en appréciation de la dangerosité des travaux menés. Si l'inspecteur estime que les travaux qui sont menés sont suffisamment dangereux, il peut prescrire la mise en place d'un comité d'hygiène et de sécurité. Et quel est le rôle de ce comité-là? Le comité est chargé, en premier, d'étudier les conditions d'hygiène et de sécurité au travail. Ensuite, de veiller à l'application des dispositions législatives et réglementaires et des consignes concernant l'hygiène et la sécurité. Procéder aux enquêtes en cas d'accident de travail grave et de maladies professionnelles afin d'en déterminer les causes et proposer des mesures propres à y remédier. Établir et exécuter un programme d'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité. Établir des statistiques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Entreprendre toute autre action de promotion des méthodes et des procédés de travail plus sûrs. Voilà, quand vous voyez les attributions du comité d'hygiène et de sécurité, vous comprenez que son existence et son opérationnalisation dans une entreprise va nécessairement aider à prévenir, à anticiper, à prendre les mesures pour que déjà les risques soient connus, identifiés, qu'ils soient, disons, maîtrisés, et que les démarches, les mesures à prendre au niveau des différentes sections où ces risques soient connus des travailleurs à travers des panneaux qui indiquent par exemple le matériel de sécurité à porter, les couloirs où il faut circuler, et les passages interdits. Et donc l'existence du CHS contribue vraiment à prévenir les risques professionnels. Et lorsqu'ils arrivent, à déjà rechercher pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce qu'il a fallu pour que ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça n'arrive pas. Parce que c'est les deux questions, c'est pourquoi c'est arrivé. Maintenant on cherche ce qu'il faut faire pour que ça n'arrive plus. Et voilà comment le CHS peut jouer ce rôle-là. En marge de ça, il faut préciser que l'employeur a un grand rôle, même si le comité a mis en place. L'employeur a l'obligation de le faire fonctionner. Et pourquoi pas de mettre à disposition les ressources qui peuvent être nécessaires pour que ce comité-là ne soit pas une coquille vide, qu'il mène des activités, qu'il ait son plan de travail et que des actions de sensibilisation, les visites des lieux par les membres du comité, aux côtés d'un inspecteur du travail ou du médecin et du représentant de la CNSS puissent se faire. Ça permet vraiment de prendre en considération toutes les questions liées à la sécurité et à l'hygiène pour que l'entreprise, disons, soit un espace sûr pour les travailleurs. D'accord. Qui est responsable en cas d'accident de travail? L'employé, l'employeur ou les deux? Par définition, un accident du travail, on ne souhaite pas ça, ça ne se souhaite pas. C'est une action, disons une violence qui est portée sur le travailleur et qui peut entraîner des lésions plus ou moins graves, même parfois le décès. Alors, la survenance d'un accident, si il est établi que c'est du fait d'une négligence de l'employeur que l'accident est survenu, alors
la CNSS va majorer les charges qu'il devait porter. Lorsqu'il y a une faute inexcusable, on appelle ça la faute inexcusable de l'employeur. Donc le défaut de mesure de la part de l'employeur pour prévenir un accident et qui entraîne justement cet accident-là a des conséquences par rapport aux charges apportées par l'employeur. Il peut arriver, mais c'est un cas assez hypothétique, que le travailleur intentionnellement se laisse blesser. C'est prévu dans les dispositions du Code de sécurité sociale. On parle de faute intentionnelle du travailleur. Alors là, c'est pas qu'il ne sera pas pris en charge, il sera pris en charge, mais le montant de l'indemnité qu'il devait verser, qui va lui être versé, soit au titre des indemnités journalières, soit au titre de la rente à vie, la rente viagère, va être affecté. Parce que si on établit qu'il a voulu, il a travaillé à ce que l'accident survienne intentionnellement, peut-être pour bénéficier de certaines prestations ou pour nuire à l'employeur. Donc ça s'apprécie selon les conditions dans lesquelles l'accident est survenu. C'est pour ça qu'au niveau de la CNSS, ils ont un médecin conseil qui, après les enquêtes que nous faisons pour renseigner les conditions dans lesquelles l'accident est survenu, examine le cas de façon particulière pour déterminer le taux d'incapacité résiduelle qui permet de déterminer le montant à lui verser, que ce soit au titre de la rente viagère ou si c'est une allocation qui doit lui être versée. Quelle démarche un travailleur victime doit-il suivre après un accident de travail? Dès que le travailleur est victime d'un accident du travail, il doit le plus tôt possible aviser son employeur, il doit informer l'employeur. Il arrive que le travailleur soit inconscient à la suite d'un accident. Lorsque c'est le cas, si ça survient au niveau du lieu de travail, évidemment ses collègues vont certainement informer l'employeur. Lorsque c'est un accident de trajet qui survient, il revient aux parents, si le travailleur est inconscient, il revient à ses parents, à ses proches, d'en informer l'employeur. Dès lors que l'employeur, lui, est informé, dans les 48 heures, il doit déclarer cet accident au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et s'il ne le fait pas? S'il ne le fait pas, il prive le travailleur de la possibilité d'être pris en charge par l'institution de sécurité sociale. Puisque si l'employeur à jour et que l'accident est déclaré, la CNSS délivre des bulletins de prise en charge pour que toutes les dépenses effectuées, sauf celles des premiers soins, les autres dépenses sont à la charge de la CNSS. Elles sont remboursées à 100% par la CNSS. Mais les premiers soins, pour peut-être arrêter une hémorragie dans l'urgence, c'est à la charge de l'employeur. Mais tout le reste, y compris s'il faut amputer, s'il faut placer une prothèse, tout ça, quel que soit le coût, c'est à la charge de la CNSS, à 100%. Alors, et que faire en cas de non-déclaration d'un accident par l'employeur? Ça arrive, il y a des employeurs, pour fuir leurs responsabilités, quand soit ils considèrent que c'est un accident bénin, ou bien ils comptent sur les ressources de l'entreprise pour faire face à cet accident, mais c'est imprudent. Lorsque l'employeur ne déclare pas, le travailleur lui-même, la législation a prévu que le travailleur lui-même puisse aller en informer l'institution de sécurité sociale. Cette seule action déclenche à son profit le dispositif prévu pour la prise en charge. Mais dès lors que la CNSS, parce qu'il s'agit d'un travailleur qui est en difficulté, donc la législation le travaille à le protéger. Mais dès que la CNSS finit de le prendre en charge, elle se retourne alors contre son employeur qui ne l'a pas déclaré, peut-être qu'il n'est même pas à jour vis-à-vis des cotisations sociales. Donc la CNSS sauve d'abord le travailleur et après elle se retourne contre l'employeur pour récupérer ce qu'elle a déboursé pour ce travailleur-là qui n'a pas été déclaré. Alors, quel message vous avez à adresser à tous ceux-là qui nous écoutent, principalement les travailleurs? C'est d'exhorter nos frères, nos sœurs travailleurs dans toutes les entreprises, que ce soit du secteur formel ou du secteur informel, exhorter à prendre au sérieux leur vie et leur santé. Les matins, ils sont tous des pères ou des mères de famille. Il y a peut-être des gens qui sont encore jeunes et qui bientôt seront pères ou mères de famille. Les matins, quand ils sortent, leurs femmes, leurs enfants ou leurs parents les voient entiers, avec leurs 10 doigts, les 10 orteils, les 2 yeux et tout. Leur famille ne s'attend pas à les voir au retour avec des bandelettes ou avec du plâtre quelque part et d'autres bandages. La famille les attend entiers tels qu'elle les a vus partir. Et c'est donc la responsabilité de chaque travailleur d'être conscient de sa sécurité, de sa santé, et en même temps de travailler à préserver la sécurité et la santé de ceux qui travaillent avec lui sur le site où il travaille, pour que l'argent qu'il va gagner serve
à s'alimenter, à tous ses besoins essentiels, mais aussi lui permettre de réaliser ses projets. On ne travaille pas pour aller à l'hôpital, c'est pas pour aller se soigner, non. Donc, la santé, ça doit être prise au sérieux parce que ça, c'est personnel. Si le travailleur est malade, c'est lui qui souffre. Donc, il ne doit rien faire pour que sa santé soit affectée ou bien que sa sécurité et sa physique soient affectées du fait des négligences. Et je l'avais dit souvent, c'est la négligence, l'imprudence ou le déni du risque, la banalisation du risque et le non-respect des consignes d'hygiène et de sécurité. Parce que si on requiert de porter telle chaussure pour faire le travail à tel endroit, que le travailleur à qui peut-être l'employeur a déjà remis ses chaussures, il les met de côté, il trouve que il est plus à l'aise sans les chaussures, il va se blesser, il peut avoir les orteils brisés. La négligence, le non-respect des consignes de sécurité, l'imprudence sont des défauts qu'on relève lorsque les accidents surviennent. Non? Il s'agit pour nous d'inviter nos frères, comme je l'ai dit au début, à prendre très au sérieux leur vie. Il s'agit de leur vie, il s'agit de leur sécurité. Il faut qu'ils vivent et qu'ils se portent bien pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille. Un message aux employeurs? Oui, aux employeurs, bien sûr, on a un message. On apprécie déjà les efforts qu'ils font. Il y en a qui sont vraiment très avancés et on les salue pour cet effort qu'ils font. Mais d'autres sont à la traîne. Notre souhait est que tous les employeurs prennent conscience de la responsabilité qui pèse sur eux du point de vue de la loi pour tous les travailleurs qui sont à leur charge, qui travaillent pour eux. C'est l'employeur qui est responsable de la sécurité et de la santé des travailleurs qu'il recrute. C'est pour ça, peut-être que l'occasion, on aura d'autres occasions, c'est pour ça que déjà au recrutement, il est recommandé de faire une visite médicale pour savoir quel est l'état du travailleur, est-ce qu'il est apte pour le poste ou pas. Est-ce qu'il souffre déjà de certaines affections qui sont telles que on devrait peut-être penser à lui changer de poste, à adapter un poste qui correspond à son état pour que sa situation ne s'aggrave pas parce qu'il serait exposé à des substances nocives par exemple. Donc les employeurs ont une grande responsabilité, d'où la nécessité, lorsque ils ont la condition d'effectif qui est remplie par les 30 salariés, d'avoir un comité d'hygiène et de sécurité et de mettre à disposition les ressources pour qu'ils puissent mener ces activités de prévention et de gestion des risques professionnels. Mais ils doivent aussi, parce que tous les employeurs ne peuvent pas avoir un comité d'hygiène et de sécurité, chaque employeur doit, déjà au moment de la construction si c'est un site personnel, si c'est la propriété privée de l'entreprise, intégrer les questions de sécurité déjà au moment où les travaux de construction se font et tenir compte des machines qui, dans leur conception, intègrent aussi la sécurité et former les travailleurs sur l'utilisation du matériel mis à leur disposition pour qu'ils puissent utiliser ce matériel, mais le faire dans des conditions sécurisées pour eux-mêmes et pour ceux qui sont proches d'eux. Donc il s'agit en fait de développer le réflexe de sécurité chez leurs travailleurs. Et ça doit préoccuper tous les employeurs. Léon Nda, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci.